watu poneshe, watu wanatafuta ukweli, mapenda kwenye iko ni mbali, dunia niko nalia lia, watu wanafika sawa. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre votre magazine Femmes des Tropiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces magazines qui reçoit pour vous Madame Richine Massengo, qui reçoit pour vous deux dames, j'allais corriger. Richine Massengo, assistante autique à l'association Si Jeunesse Savait, et Gladys Pongo, qui est juste à ma droite. Elle est assistante personnelle de la directrice exécutive, toujours de la même structure, Si Jeunesse Savait. Bonsoir mesdames. Bonsoir madame. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir, d'avoir répondu à notre invitation. Comment vous allez déjà? Oui, ça va bien, merci. Et votre structure? Oui, ça va. Ma première question, je la pose à Madame Richine. Oui. Et vous êtes une association de jeunes féministes de la RDC, donc vous exercez ici dans la capitale quinoise. Votre structure, elle est apolitique et ça n'appartient pas aussi à aucune obédience religieuse comme vous l'avez déterminé dans votre prospectus. On voudrait savoir quel est l'objectif poursuivi par cet aspect. Si Jeunesse Savait poursuit l'objectif clair et net, c'est lui de vouloir montrer que la jeunesse déjà congolaise existe. Ensuite, de pouvoir pousser à la société de savoir que les jeunes sont là et que le choix de la jeunesse, des filles et de femmes, et aussi de minorités sexuelles, doivent être comptés, qu'elles doivent avoir le choix de décider de leur vie, avoir l'accès aux soins de santé et aussi à pouvoir entreprendre pour être libre. C'est un peu ça. Ok, sûrement on a compris les objectifs poursuivis par votre structure. C'est aussi la conscientisation de la jeunesse. De la jeunesse, oui. Ok. Et ma deuxième question, je la pose à Madame Pongo. Votre structure, Si Jeunesse Savait, bâtit le leadership de jeunes Congolais dans trois domaines. Est-ce que vous pouvez nous révéler les trois contours ou bien les trois domaines de prédilection de votre structure? D'accord, ok, on travaille sur le droit sexuel et reproductif, et puis sur la technologie de l'information et de la communication, et puis il y a l'entrepreneuriat et la femme. Donc c'est ça. Ok, est-ce que vous ne pouvez pas nous expliciter d'une manière claire? Parce que quand vous parlez de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, certes, il y a des femmes qui ne comprennent pas. Ouais, d'accord. Ok, déjà quand Richine, ma conseillère, elle a parlé, elle a voulu parler de droits des femmes et tout. Donc dans notre organisation, si je peux compléter ce qu'elle a dit pour comment dire, bien répondre à ma question, c'est juste qu'on travaille pour promouvoir aux droits des femmes, de l'égalité de la jeune fille et tout. Donc quand on travaille dans la technologie de l'information et de la communication, c'est juste pour promouvoir la femme dans ces domaines-là. Donc vous poussez la femme à avoir accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, où vous disponibilisez les informations sur le droit de la femme. Nous disponibilisons et puis nous poussons aussi la femme à s'y mettre, puisque déjà il y a des hommes qui sont dans la technologie et tout. Mais quand nous regardons le nombre de femmes qui utilisent, supposons l'internet, c'est pas probable, c'est pas égal à ce que les hommes font. Donc nous, notre but c'est de pouvoir aussi le pousser à aimer la technologie, à pouvoir s'y mettre aussi dans la technologie. Parce que le monde actuel dit que lorsqu'on ne connaît pas l'internet, on est analphabète. Oui, c'est ça. Donc vous militez contre l'analphabétisme de femmes. Normalement. Ok, c'est bien dit. Nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs que notre émission, notre entretien de ce soir sera axé sur les violences sexuelles faites au moyen de l'internet, et il y aura des bonnes questions là-dessus. Vous faites la promotion d'une autre manière, la promotion des technologies de la communication d'une manière en tout cas innovante et plaisante. Comment expliquez-vous faire la promotion des technologies de la communication d'une manière innovante et plaisante? C'est simplement pour dire ceci. Les nouvelles technologies
de l'information, particulièrement de la communication, ce sont des choses qui nous viennent, pas pour que ça puisse choquer ou créer des choses, des troubles dans la société, mais c'est pour que ça vienne contribuer, nous aider à faire des choses que il y a des années plus tard, nous n'étions pas capables de le faire. Et dans ça, nous, à Si Jeunesse Savait, nous voulons faire la promotion de ces outils-là pour pouvoir montrer les bons côtés, le bienfait de ces outils-là, et non pas pour pouvoir choquer et blesser et violer les autres, et particulièrement les femmes qui sont plus victimes de ça. Et donc, d'une manière, concrètement, vous voulez à ce que les gens utilisent à bon escient, les outils de la technologie, de l'information et de la communication. Et sûrement, les fidèles téléspectateurs voudraient au moins avoir de plus amples détails sur la structure Si Jeunesse Savait. Est-ce que tout le monde peut adhérer ou bien comment vous fonctionnez et quelles sont vos principales activités sur le terrain? Si Jeunesse Savait fonctionne de manière simple déjà, ce n'est pas compliqué. Il faut que la personne désirée vienne à Si Jeunesse Savait, qu'il sache dans quoi on travaille, qu'il sache qu'il accepte nos idéaux, qu'il accepte déjà, qu'il nous donne ses idées et puis ce qu'elle pense de la femme, ce qu'elle pense du féminisme, ce qu'elle pense de l'égalité entre femmes et hommes, parce qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes idées que nous. Il faut qu'il ait les mêmes idées que nous, là ça va déjà. Et ensuite qu'il nous montre qu'il est vraiment impliqué, non pour pouvoir faire autre chose, mais pour lutter, pour pouvoir ensemble, que nous soyons ensemble pour pouvoir à faire avancer les choses et aider les femmes à pouvoir s'épanouir. Et donc, la personne peut venir et puis elle voit l'administration. C'est dans l'administration que tout se passe. Madame Gladys Pongo, je me tourne vers vous. C'est depuis 2001 que la structure existait d'une manière officieuse. C'est en 2009 que vous avez apparu au grand jour. Et quelles sont les actions phares sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez déjà mené sur le terrain qui a démontré que réellement vous militez pour la cause de la femme? Ok, nous avons fait des formations sur l'éthique et puis d'autres formations. Et nous avons fait encore des sensibilisations dans les cas de violences faites à la femme. Voilà. Combien de femmes formées, combien de femmes sensibilisées? Parce que moi, j'aime être concrète dans ce que je fais. J'aime aussi la précision. En tout cas, sur les femmes sensibilisées, je prends d'abord cette partie-là. C'est vraiment nombreux, je ne sais pas trop situer parce que nous ne sommes pas arrêtés seulement ici à Kin, nous sommes aussi à l'est du pays. Okay. Mais aussi, à un moment, nous étions partis vers Maluku et tout. C'est un grand nombre de femmes qui ont été sensibilisées sur la question de violences faites à la femme et tout. Et puis, sur les formations, en tout cas, c'est difficile de situer parce qu'on a fait tellement de formations. Oui, on ne sait pas quand on a fait tellement de formations, tellement d'activités. Et puis, c'est vraiment difficile de compter en fait. Si je voulais rajouter ma conseil, c'est que chaque année, on organise des activités, même dans des écoles, dans des universités. Et là, nous touchons pas seulement les femmes, les hommes aussi, particulièrement aussi les jeunes. Parce que le genre existe, parce que j'ai vu, vous mettez plus l'action sur les femmes. Oui, c'est ça. Si Jeunesse Savait ne travaille pas seulement pour les femmes. Là, nous travaillons avec des hommes et des femmes. Et nous ciblons tout le monde, les jeunes et les femmes, mais pour que le choix de la jeunesse compte, particulièrement aussi le choix de la jeune fille et de la jeune femme congolaise. Donc, les activités, nous les faisons, comme a dit Gladys, dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu. Et dernièrement, nous avons fait beaucoup d'activités dans la province des Bas-Congo aussi. Okay. À Kinshasa, nous avons dans des zones rurales et ici, au centre, n'en parlons même pas. Du coup, on ne sait pas donner les nombres exacts. Vous êtes dans combien de provinces comme ça déjà? Normalement, nous sommes dans 3 provinces, là où nous travaillons. Mais nous regardons comment pouvoir nous y mettre dans d'autres provinces. Et dans ces provinces-là, nous travaillons pas, il n'y a pas nos bureaux fixes, mais nous travaillons en partenariat avec des ONG qui ont accepté de nous héberger et de nous partager un peu de leur bureau, de leur espace. Et pourquoi porter l'accent, le choix sur la femme? Parce que la femme, c'est déjà l'être considéré dès le départ par la société comme être faible. Et déjà, ses droits sont beaucoup plus minimisés, c'est pas pris en compte. Elle est toujours marginalisée, elle n'est pas toujours considérée dans beaucoup de choses. Et du coup, avec tout ce qu'elle a subi dès son enfance, depuis le temps, elle ne sait pas vraiment se battre, elle ne sait plus où se trouvent ses droits, elle ne sait plus comment pouvoir aussi se saisir de tout ce qui est ses droits. Et nous essayons d'aider les femmes parce que nous avons compris que nous avons nos droits et que la société a les devoirs aussi envers nous. Nous savons bien que nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi les devoirs, mais apparemment nous donnons plus
que nous recevons. Alors nous voulons un peu sensibiliser plus les femmes et les jeunes femmes pour la cause. Donc, vous voulez que les femmes connaissent leurs droits, c'est important. Connaissent Coup de leurs chapeau. droits. Et j'espère que vous le faites bien. Oui, Et, vous avez 2 projets phares, Oui. Piga, Simou. Oui. Comment expliquez-vous? Sûrement on ne connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire ces 2 projets phares-là? Siga, Simou. Ok. Bon, si je peux parler de Pigasimo. Pigasimo, c'est un service d'information pour les femmes victimes de viol de Kinshasa. Donc, c'est un service où on a enregistré des informations pour les femmes qui sont violées. Donc, dès qu'ils accèdent à ces informations-là, ils ont tout ce qui peuvent les aider pour s'en sortir à ces moments-là. Parce qu'on voit, il y a des gens qui sont violés et par après, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou où est-ce qu'ils peuvent aller. Donc, ces informations-là permettent à ceux qu'ils puissent se dire, bon, je vais porter plainte, je vais voir qui. Je vais à l'hôpital, qu'est-ce que je dois faire en premier lieu pour que je ne perds pas tout le prélevé et tout. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez une statistique, soit les statistiques au pluriel, qui démontrent que les femmes vraiment sont violentées sur le plan sexuel? Oui, on a ces statistiques. On a même comment dire, on est organisé au niveau où on enregistre tout ce qui est, comment dire, tous les appels ou tous les messages qu'on reçoit dans le programme pour qu'on voie comment faire. Parce que bien sûr, on est en train de donner des informations, mais on ne veut pas s'arrêter là que de donner des informations. On va aussi plus tard faire de plaidoyer pour dire, voilà, il y a eu autant de femmes violées et tout, voilà. Madame Ricine Massengo, vous avez quelque chose à compléter? Oui. Parce que la tendance plutôt de ces violences-là est à quelle hauteur? Franchement, pour ne pas aller trop loin, il suffit de regarder seulement le média, les informations qui passent tout le jour pour comprendre combien les femmes sont violées sexuellement. À l'est du pays, n'en parlons pas. Mais ce n'est pas seulement à l'est, c'est aussi ici à Kinshasa. Donc, ce n'est pas seulement aussi à Kinshasa, c'est partout dans toute la RDC. Il suffit seulement de regarder combien de cas de viol sont dites par les médias, par les ONG, par les structures. Vous verrez qu'il y a plusieurs femmes. Et ce n'est pas seulement les femmes, mais actuellement, il y a aussi des enfants. Il y a aussi des mineurs, des enfants de 3 ans, même d'une année, de bébés de 6 mois qui sont violés. Et les services Pigassim, comme a dit ma conseillère Gladys, ces services-là nous permettent, parce que c'est vrai, nous travaillons dans les domaines de violence sexuelle. Mais il y a aussi des ONG sœurs qui travaillent dans ça. Nous voulons ajouter quelque chose de particulier que les ONG là, n'ont pas donné. Et du coup, on a donné le service Pigassim, ou qu'a dit ma conseillère là, qui est le service qui permet aux victimes de viol de pouvoir déjà s'en procurer de premières informations pour pouvoir éviter d'abord les grossesses non désirées ou encore les infections de sida ou d'autres infections pour pouvoir s'en sortir ici. Ça donne aussi la possibilité aux personnes de pouvoir porter plainte, comment se comporter, comment faire, comment protéger ses preuves, comme avait aussi à télé. Est-ce que vous travaillez déjà avec l'hôtel de ville qui a lancé une campagne Dénoncez-le, dénoncer toutes les victimes de violences sexuelles? Travailler directement avec l'hôtel de ville par rapport à la campagne. Le gouvernement provincial par rapport à la campagne? Non, nous ne travaillons pas dans ça directement. Mais tout ce que nous faisons, c'est de façon légale. Ils savent que aussi, nous, dans ces Jeunesse Savez, nous avions notre programme qui évolue dans ça, qui donne des informations aux victimes de violences. Ok, c'est une thématique intéressante alors. Oui, si je peux compléter ce qu'il y a à dire, Richine. Maintenant, là, ça va déjà faire, à la fin de cette année, ça fera 10 ans depuis qu'on travaille avec Pigassim. Donc, je peux dire que ce n'est pas nouveau en fait. Parce que ce que l'hôtel de ville a fait, je sais que c'est depuis longtemps qu'on demandait dénoncer et tout, mais c'est à peine que je viens de voir les parcantes et tous les autres. Donc, pour dire que nous sommes déjà dans ça. Donc vous y étiez déjà avant, vous avez précédé même le gouvernement provincial, coup de chapeau. Nous entrons dans les vifs de notre sujet. Tout au début, je vous ai annoncé qu'on va parler des violences. Nous allons nous entretenir sur les violences faites aux femmes au moyen de l'Internet. Et vous sensibilisez les publics sur les violences faites aux femmes au moyen des outils de technologie de l'information et de la communication. Pourquoi cette sensibilisation?
Au début, vous m'aviez posé la question aussi de savoir comment nous parlons d'utiliser les outils des technologies de manière plaisante. C'est justement dans ça. L'idée est venue dans ça. Le constat aussi est venu dans ça. Donc, on voit plus les gens et les jeunes, c'est pas seulement les jeunes, mais tout le monde, utiliser ces outils-là. Au lieu de les utiliser pour de bonnes causes, on l'utilise pour faire du mal aux gens. C'est pour blesser les gens, c'est pour humilier, c'est pour essayer de rabaisser. Et la plupart des personnes, c'est beaucoup plus les femmes. Et du coup, on a constaté que c'est une violence par rapport aux conséquences que ces actes-là posent. Du coup, nous parlons de violence faite aux femmes au moyen des outils de technologie, tout simplement parce que on a quitté le système de violer les femmes sexuellement, physiquement. On commence à utiliser aussi même les outils de technologie pour pouvoir détruire et violer les femmes. C'est dans ça. Donc, ça devient un phénomène à couteau tranchant, c'est-à-dire l'Internet ne donne pas seulement les informations, les connaissances, mais aussi ça détruit l'image de certaines personnes. Oui. L'Internet, elle, ne détruit pas. Mais ce sont les personnes qui utilisent les utilisateurs, les utilisateurs malveillants qui utilisent l'Internet pour pouvoir faire du mal aux autres. Et si je comprends, le message phare de cette campagne de violence faite aux femmes au moyen de nouvelles technologies de l'information, quel est son soubassement? De ces violences faites aux femmes au moyen de technologie, nous sommes, si je le savais, nous avions fait en 2014 de recherche. Le résultat, c'est avéré parce qu'on se disait, oui, on va faire des campagnes sur ça, mais c'est quoi la preuve que ça existe? Oui, on va en parler, mais comment prouver aux gens que ça fait du mal et que c'est vraiment une violence? Parce que l'autre fois, on a dit que c'est arrêté avec d'autres personnes du gouvernement, de la police, des choses qui disent que non, ce n'est pas des violences. Pourquoi parler des violences? C'est des infractions. Quand quelqu'un fait du mal comme ça, utilise l'Internet pour faire c'est une infraction. Oui, mais nous ne considérons pas seulement l'infraction. Nous voulons que les gens sachent que c'est une violence. Utiliser les téléphones pour faire un appel, donner ses nouvelles, c'est bien. Utiliser les téléphones pour localiser quelqu'un pour des choses, pour donner des points de vue d'autres choses, c'est bien. Mais quand vous l'utilisez pour pouvoir envoyer par exemple des SMS, dire que des SMS, des mots rabaissants, des mots choquants, des mots qui essaient de limiter la circulation de la personne, dire que non, ne passez par exemple, ne passez pas de tel coin à telle heure parce que tu m'as fait du mal, je vais te prendre. Et tu l'envoies à un système anonyme, numéro masqué, des choses. Et la victime s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Utiliser l'Internet par exemple, prendre des photos de quelqu'un, les triquer. Ça peut être une photo normale, mais avec l'Adobe Photoshop des choses, vous le triquez, vous mettez vous exposez la personne toute nue devant de milliers des utilisateurs de l'Internet. Personne ne comprendra que ce n'est pas la vraie personne, ce n'est pas la bonne image, mais c'est une image triquée, faire des choses. C'est la personne qui est détruite, c'est son image qui est détruite, parce que déjà la crédibilité de cette personne-là vis-à-vis de son patron si elle travaillait, de son mari si elle était mariée, de sa famille, c'est déjà, on se dit, ce n'est pas notre fille, ce n'est pas notre personne, on ne la connaît pas. Ça fait du mal. C'est rabaissant aussi. Oui, et ce sont les conséquences là, parce qu'il y a des gens, le résultat des recherches ont prouvé qu'il y a des gens qui se sont suicidés, il y a des gens qui ont fui la ville, qui ont déplacé, qui ont changé de commune, il y a des personnes qui ont arrêté l'école, qui ont arrêté l'université, il y a des ceux qui ont été licenciés, il y a des mariages qui ont été brisés par des choses qui n'étaient pas vraies. Et aussi utiliser par exemple les photos intimes d'une personne, même si ce n'est pas des photos compromettantes, mais des personnes, par exemple, vous êtes une personne publique, vous avez aussi le droit à votre vie privée. Quand vous quittez les lieux publics, vous allez dans quelque chose qui est intime pour pouvoir vous détendre de choses et vos images à vous sont prises, pas pour de façon informative, mais pour de façon à vous détruire. C'est une violence à votre égard, c'est de ça. Ok, vous avez tellement donné des explications là-dessus, il n'y a pas à boire et à manger. Et puisque vous parlez que même les personnalités ont droit à la vie privée, pourquoi votre combat va mettre l'accent sur l'atteinte à la vie privée, puisque aujourd'hui on assiste à un phénomène de violence à la vie privée à tous les niveaux? Et comment fustigez-vous ces comportements, comme madame venait de le dire? Ok, si je devais... Bon, ces comportements, je les trouve, c'est comme l'a dit Richine, ce sont de violence en fait. Ça devient
quand les gens disent que ce ne sont pas des violences, moi je ne comprends pas, parce qu'ils sont ça, les mêmes conséquences que les violences faites comme ça. C'est par là qu'on veut parler de la vie privée, parce que là, c'est pas la personne qui, comment dire, qui elle-même a dit, bon, prenez ma photo, publiez-les. Ou bien, prenez mon numéro, faites avec ce que vous voulez et tout. C'est pas la personne, donc c'est contre la personne. Il n'était pas au courant, il ne savait pas et tout. Donc on doit avoir des limites pour dire que ça, je ne dois pas, ou soit ça, je dois le demander, parce que ça a des conséquences sur la personne à question. Donc si on, comment dire, on prend en compte que ça a des conséquences et tout, qu'on devait respecter telle chose et telle chose, on ne va pas aller dans des choses pour, comment dire, pour nuire ou pour violer les autres. Pour vous, c'est-à-dire, si je comprends bien, c'est que la structure, si Jeunesse savait, vous les mener. Donc, c'est-à-dire, il faudrait qu'on respecte la vie privée des autres. Donc, oui, l'Internet ne doit pas être un moyen pour déshonorer les personnes. Par là, nous voulons démontrer que dans chaque personne, on doit mettre des limites entre vie privée et vie publique. Ce n'est pas parce que c'est un président de la République, que c'est une journaliste ou c'est une joueuse ou comment, que la personne... Ce sont plus les stars qui sont victimes. Ce n'est pas seulement des stars. On donne seulement parce que c'est eux plus qui ont beaucoup plus de vie privée, de vie publique que des personnes simples. Mais souvent, ça atteint tout le monde en fait. Là, je donne juste des expressions pour pouvoir faire comprendre aux gens. C'est pas parce que c'est une journaliste ou c'est quelqu'un qui passe des gens dans des médias ou dans des endroits publics pour faire des choses que la personne là n'a plus le droit à sa vie privée. Quand elle passe dans des espaces publics pour faire, je ne sais pas, des activités ou des discours, des choses, prenez ces images, utilisez-les comme il veut. Mais sachez-le aussi que quand la personne retournera chez elle, elle a le droit de rester dans son intimité avec ses proches, avec sa famille. Ce n'est pas parce que c'est une personne publique qu'elle n'a pas le droit, par exemple, d'aller dans une piscine pour se laver. Et vous n'êtes pas autorisé de venir le prendre des photos parce que là, ce n'est pas dans le cadre du travail, c'est dans sa vie. Elle a le droit de se réjouir, de se détendre. Vous venez, vous prenez ces images et vous allez balancer ça à l'internet, dire regardez-moi ces messieurs ou cette dame qui disait être sérieuse ou sérieux, regarde ce qu'elle fait. C'est où mais oui, madame, je suis très d'accord avec vous, mais aussi un problème, on ne doit pas aussi il faut savoir aussi quel genre des images prendre dans son téléphone aussi, c'est ça là où ça pose problème. C'est-à-dire il faut pas prendre, parce que vous savez, chez nous, c'est vrai que les portables est tellement personnel, mais des fois on n'a pas cette culture, hein. Il y a quelqu'un qui a toujours tendance, quand tu laisses ton téléphone, il veut bien voir ce qu'il y a dedans, mais pour essayer un peu de se protéger soi-même, il faudrait voir qu'est-ce qu'il faut poster dans son téléphone. Oui, en fait, si je peux dire quelque chose par rapport à ça, je me dis que c'est ça notre combat, la vie privée. Donc quand on se bat, c'est pour dire qu'il a droit à sa vie privée. C'est pas parce que tu es journaliste et que tu n'as pas le droit de te prendre des photos. Il y a des personnes qui aiment bien mais quel genre de photos? Mais tu le fais pour toi, c'est pour toi que tu le fais. En fait, si on arrive à dire quel genre de photos, c'est comme dire à la personne arrête ce qui te fait que tu te sens bien. Donc vous voulez que chacun de nous se sente libre dans sa vie privée. Dans sa vie privée. Donc que la personne se dise que ça c'est ma vie privée quand je le fais dans ma chambre, c'est-à-dire que c'est pour moi, c'est pas pour tout le monde. Et pour son mari soit. Madame, là, déjà nous on se pose déjà la question, pourquoi est-ce que tout le monde devra avoir devra avoir des limites si on ne sait plus s'identifier elle-même dans soi-même, de se dire je prends ça par mon plaisir à moi. Pourquoi déjà mettre des limites comme ça, c'est dire que non, toi tu ne peux pas faire ça. Je le fais pour moi, je vais prendre mes images à moi, qu'ils soient compromettants. Pourquoi? C'est pour moi, j'ai ma vie privée, c'est justement ça, la vie privée d'une personne. Vous voulez accorder la liberté de vivre. Tout le monde doit être libre, c'est ça notre combat, être libre de vivre et aussi à dire aux autres de mettre des limites, c'est-à-dire tu as le droit de t'intégrer dans ma vie, mais tu as une limite, tu ne peux pas franchir les limites là. Je dois me prendre des photos à moi. J'espère que votre combat sera attendu au grand public au travers de ces émissions. Oui. Et puisque le temps passe déjà, on est presque arrivé à la fin de l'émission. J'ai lu une phrase dans votre prospectus, toujours où vous affirmez que les droits à la vie privée est un droit humain fondamental. Si je peux avoir une petite explication.
C'est de ça qu'on est en train d'expliquer. Oui, là. c'est en fait ce qu'on est en train de dire pour dire qu'on a droit à une vie privée. C'est pas parce que tu es public, c'est pas parce que tu es journaliste que tu n'as pas droit de sortir en boîte supposant parce que tu te dis qu'on va me voir et tout. Là même ta vie c'est limité. En fait c'est que peut-être que vous dites que c'est prendre des photos, c'est déborder, mais c'est que vous faites aussi une autre personne va se dire qu'aller en piscine peut-être c'est déborder. Donc chaque personne a sa façon de voir les choses. C'est pas parce que telle personne voit que c'est débordé de ses côtés que toi aussi tu dois aller voir de la même façon. Donc on doit avoir nos limites pour permettre à tout le monde d'être libre à sa vie privée et tout. Permettez, madame. Brigitte, tu as beaucoup de choses à dire. Je me rappelle aussi quand Gladys a intervenu, je me rappelle aussi m'avoir confronté avec une dame qui me dit alors si le téléphone ou l'ordinateur est volé, tu diras encore c'est une vie privée si tu veux garder tes images à toi. Alors là j'avais répondu c'est pas normal. Pourquoi déjà quand tu voles l'ordinateur ou tu ramasses un ordinateur ou un téléphone, tu te permets de laisser tout ce qui était des biens? Pourquoi tu peux pas prendre les images qui étaient bien loin à la personne de les publier, prendre seulement ceux qui sont compromettants de le faire? Mais deux fois on s'intéresse toujours à ce qui est un Justement, peu... c'est ça. Pourquoi s'intéresser seulement au mal? C'est ça le mal que nous voulons combattre. Pourquoi s'intéresser seulement au mal? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre des photos de la personne? Mais c'est immense, c'est naturel. L'homme, vous savez, lorsque on vous défend de faire quelque chose, c'est comme si on est en train de stimuler à le faire. C'est pour ça qu'on parle toujours il faut maintenant qu'il y ait des lois pour les... peut-être qu'il faut faire un plaidoyer là-dessus pour... les plaidoyers, on le fait. Oui, les plaidoyers pour punir ces gens de personnes qui commettent de tels actes pour que... Notre campagne que nous allons débattre, c'est pour essayer de sensibiliser plus de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui les font, ils ne savent pas que c'est une violence, ils le font parce qu'ils veulent s'amuser, essayer de dire, regarde-moi cette image, je vais la publier pour avoir plus de j'aime dans ma page, des choses. Mais vous savez pas, il y a certaines personnes qui les font par contentieux, par conflit. C'est-à-dire, tu as un problème, tu m'as volé ma femme, tu m'as volé mon mari, et voilà... Je veux te mettre à découvert au grand jour. C'est justement ça. Pourquoi tu ne peux pas utiliser d'autres moyens? Tout le monde est libre libre de s'exprimer, mais dans le respect de l'autre personne qui est en face d'elle. Tu ne peux pas pouvoir te venger de la personne à essayer de l'humilier jusqu'à ce point-là. Parce que vous savez, ce qui est bizarre, c'est qu'avec les outils de l'Internet ou de technologie, les images, ça reste pour la vie. Peut-être que la personne que vous avez aujourd'hui détruit l'image n'a que 13 ans. C'est une fille de 13 ans. Et demain, elle aura peut-être 25 ans. Elle va peut-être rentrer dans une vie professionnelle, politique et des choses. Et à cause des images que vous avez fait ça, et peut-être que vous avez déjà essayé d'arranger après, ça lui cause maintenant préjudice, ça lui met des limites parce que vous avez fait des choses. Mais il ne faudrait pas oublier de prôner aussi la bonne moralité. La bonne moralité d'abord aux personnes là aussi. Parce que moi, quand je me prends mes images à moi, c'est où la mauvaise moralité? Parce que je me suis pris des images à moi. Si je ne suis plus moi-même, si je ne suis plus je suis plus comment dirais-je, réaliste de moi-même, je ne suis pas naturelle de moi-même, à qui est-ce que je serais naturelle? Si j'essaie d'être costume partout, mon Dieu, c'est où ma vie privée? Je dois aussi me détendre comme tout le monde. Et donc, la bonne moralité qu'on va essayer, c'est à des personnes-là qui utilisent des images compromettantes des gens pour faire du mal à ces personnes. Et déjà, comment vous arrivez à définir les frontières entre la vie privée et la vie publique? Madame Pongo. Oui. Si je devais... En fait, la vie privée, c'est la personne elle-même qui la détermine. Parce que ce que moi j'appelle vie privée, c'est pas ce que toi tu appelles vie privée. Donc moi je peux me dire que ma photo, même si je ne suis pas née, on ne publie pas. C'est ma vie privée, c'est moi qui la définis. Mais vous pouvez dire, vas-y publier. Je suis moi et tout, mettez ça, je ne suis pas née. Donc moi je trouve que c'est la personne qui définit, qui dit que ça, c'est même dans les affiches qu'on avait, l'autre on avait travaillé, on avait partagé ça pour dire que mettez, c'est quoi, qu'est-ce que vous définissez comme vie privée pour vous et vie publique. Donc c'est chaque personne qui s'est définie, dire que quand je suis en culotte, c'est vie publique, donc vous pouvez prendre ça comme vous ne pouvez pas. Spécialement pour cette émission, j'accorde à Si Jeunesse Savait de donner un petit message en lingala avant de boucler complètement cette émission. Oui, na lingala, franchement, autour ça la campagne pour nous sensibiliser, pour nous toucher un peu beaucoup plus la population, nous sommes des réunions, il y a basi pe mibali. So toujours ma camp il y a violence, tout ce la violence sexuelle non. Tant aux images surtout biso la population mingi to comme d'habitude à côté des réseaux sociaux. Tant aux images mutu, bien photo ou bien ta commentaire moko lingo komango au comment pour nous rabaisser mutuana eza violence au sali pas mutuana. Donc ceux qui ont victime, il y a ma kango bazwa qui imagine ya mabe batie bezo tungisa au perdre ça des choses au qui porter plainte
pona yango. Donc tolingi vraiment to que non eza mabe. Ceux qui ont victime nango, yeba que eza violence va qui porter plainte. Qui porter plainte tout aïe. Mais l'internet c'est koyeba. Na internet c'est koyeba parce que bato ba ça la internet va dire très bien que par raison internet quand va fournir ça en adresse IP au retrouver il suffit ba autorité compétente ba eba qui tant porter plainte contre l'inconnu. OK ba oki bango moko ba yebi service technique ba contacter pour que ba landa jusqu'à ce que ba reçoit même si ba moni mouton le loté rassurez-vous que lobby kunete ba koyeba et puis so le lob moni dem mouton ça la ka yemo wa se dénoncer après au funda raika. OK, je crois bien le message est vraiment bien passé 5 sur 5 et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Merci. Des femmes de Tropique. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Sûrement pas. OK, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Restez branchés à nos programmes. Bye bye, à la prochaine émission. Inabakia tu Mungu atuponeshe. Watu wanatafuta ukweli.